Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la fibrillation atriale. On sait très bien que c'est un trouble du rythme supraventriculaire, ça veut dire qu'elle touche les oreillettes. Car on sait très bien que les troubles de rythme, on les classe en deux groupes. On a les troubles de rythme ventriculaires qui touchent les ventricules, et on a des troubles de rythme supraventriculaires qui touchent les oreillettes et la jonction. Donc, parmi les troubles de rythme supraventriculaires, on a la tachycardie sinusale, on a le flutter, la fibrillation atriale. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur la fibrillation atriale. Mais avant de commencer, avant de parler sur les signes de l'ECG, de préférence de faire un petit rappel sur la physiopathologie de la fibrillation atriale. Donc, dans le cas normal, on sait très bien que le colon de P se génère au niveau du nœud sinusal. Il va se propager dans les deux atriums avant d'arriver au niveau du nœud atrioventriculaire. C'est le cas normal. Le nœud atrioventriculaire va ralentir le message avant de le laisser passer au niveau des ventricules, ce qui est responsable du l'espace PR. Après, le message va passer au niveau des ventricules pour nous donner l'onde QRS. Mais dans la fibrillation atriale, premièrement, on note que les ondes QRS, les deux sont normaux. Il n'y a pas un élargissement des ondes QRS. Donc, le problème n'est pas dans les ventricules. Les ventricules sont sains dans la fibrillation atriale. On parle de façon électrique. On peut avoir d'autres pathologies associées. Donc, supposons un patient qui a un rétrécissement mitral, par exemple. Donc, l'oreillette gauche doit lutter contre cet obstacle. Donc, il va se dilater, il va s'hypertrophier pour chasser le sang. Donc, le tissu myocardique au niveau des oreillettes va être altéré de façon irréversible. Donc, cette altération du tissu myocardique va générer des micro-réentrées. Ça veut dire que le message va entrer dans des réentrées. Et surtout à cause de la fibrose et à cause du changement du tissu, va nous donner un rythme très anarchique. Donc, on n'aura plus d'onde de P. Donc, si on note ici, il n'y a plus d'onde de P si on compare avec le cas normal. Donc, le cas normal, on a l'onde de P, un espace PR, et puis on a une onde QRS. Ici, il n'y a pas d'onde de P, car c'est tellement anarchique. On a beaucoup des micro-réentrées, le message va tourner, va avoir des régions ectopiques qui aussi génèrent de l'électricité. Donc le cas normal, on a la seule source, c'est le nœud sinusal. Mais dans la fibrillation atriale, c'est tellement anarchique à cause de la dilatation, à cause du changement et du remodelage du tissu myocardique. Et ça touche, comme on a dit, seulement les oreillettes. Par exemple, un message va arriver au niveau du nœud atrioventriculaire. Supposons il arrivait de ce côté. Donc le nœud atrioventriculaire va le laisser passer pour faire une QRS. Après un moment, peut-être une cellule ici a émis une onde qui va arriver jusqu'à ici. Donc on va avoir une autre QRS. Donc ça va être anarchique. C'est pour cela qu'on a un rythme irrégulier. Car c'est irrégulier. Par contraire, dans le flutter, on va avoir un rythme régulier. On a des macro-réentrées. Mais puisque c'est quand même, il n'est pas très anarchique, et ça suit un rythme, donc c'est pour cela qu'on va avoir un rythme régulier. Mais ici, le rythme il est tellement anarchique, donc ça est irrégulier. On note ici, par exemple, on a une petite distance, mais ici on a une grande distance. Et troisièmement, on note que les QRS, comme j'ai dit, ils sont normaux, ils sont fins, très importants. Donc on a noté qu'on n'a pas d'onde de P, le rythme il est irrégulier, et les QRS sont fins. Donc, une fois que je vois les trois des signes, donc c'est la fibrillation atriale. Il y a des cas difficiles comme dans le BAV, le bloc atrioventriculaire, surtout le troisième type, parce qu'on n'a plus cette communication entre les oreillettes et les ventricules. Donc, ce rythme anarchique est localisé seulement juste au niveau des oreilles. Il ne peut pas passer vers les ventricules. Et dans ce cas, on va avoir un échappement jonctionnel. Donc, les ventricules vont générer leur seul rythme, qui va être, bien sûr, régulier, avec des QRS fins. On peut avoir aussi, dans le cas de faisceau de Kent, comme dans le syndrome Wolff-Parkinson-White, on a ici un faisceau de Kent accessoire. Donc, tout trouble de rythme ici, il va passer directement vers les ventricules. Car ici, on a un nœud atrioventriculaire qui va quand même ralentir un petit peu le rythme. Mais dans le cas du faisceau de Kent, il n'y a pas de ralentissement. Toute onde, elle est capable de passer vers les ventricules et c'est très fatal car on aura un trip qui est très très rapide. Donc, comme on a dit, on n'aura plus d'onde de P, donc on n'aura plus
de contraction auriculaire. Ça va avoir un retentissement sur le volume d'éjection, car le remplissage du ventricule va être altéré aussi, ce qui peut être compliqué par une insuffisance cardiaque. Et aussi, le sang va être stagné au niveau des oreillettes, donc ça augmente le risque de développer des thrombus, donc le risque de développer des emboles et d'avoir des AVC ischémiques, de développer des ischémies aiguës des membres inférieurs, de développer une ischémie mésentérique aiguë. Il faut immédiatement faire une anticoagulation efficace. Et bien sûr, d'essayer de ralentir le rythme cardiaque. Je pense qu'on a parlé de façon globale sur cette pathologie. Bien sûr, on n'a pas détaillé sur les étiologies, sur le traitement, sur comment faire la prise en charge. Mais j'ai essayé tout simplement de simplifier les choses et d'avoir une idée claire, une idée générale sur cette pathologie. Merci et bon courage les amis.